Dans un monde où la distance entre la base et le sommet de la pyramide sociale était énorme, où la seule ressource de richesse honorable était la propriété agricole, où la ville vivait aux dépens de la campagne et la capitale aux dépens des provinces, où les artisans comptaient pour rien à côté des chevaliers ou des sénateurs, où les parvenus même n'avaient qu'un semblant de place, comment étaient vécues les relations de classe. C'est à toutes ces questions que Ramsay MacMullen tente de répondre dans son ouvrage « Les rapports entre les classes sociales dans l'Empire romain » de 50 avant Jésus-Christ à 284 après Jésus-Christ, ouvrage qui a été publié par les éditions de l'Université de Yale aux États-Unis en 1974. Ce livre a été traduit et publié aux éditions du Seuil en français en 1986. Les Romains avaient reconnu dès la haute époque l'existence du lien entre l'argent et le rang qu'on s'attend à rencontrer dans toute société, mais reconnaissaient aussi d'autres critères auxquels ils attachaient parfois plus de prix. Ils ont rencontré, accueilli avec satisfaction et généralement marqué de manière plus explicite, ce même lien dans les sociétés qu'ils avaient soumises. Dans notre perspective, pour comprendre comment s'exerçait l'influence au sein d'une communauté, le sentiment d'importance, de dignité et d'estime de soi qui y était lié, quel était l'espoir d'accéder à cette position confortable et au bon ton qui en était inséparable, il est donc naturel d'aborder en premier lieu le problème de la répartition de la fortune. La population de la partie de l'Empire dont nous nous occupons, entre Sardaigne et Syrie, approchait à l'époque de Tacite les 50 millions d'habitants. Je choisis un chiffre rond situé entre des conjectures extrêmes et indéfendables. La couche sénatoriale y représentait environ les 2/1000 de 1%, soit 0,002%, une proportion qui eût rempli Tacite de satisfaction. Les chevaliers, equites, n'atteignaient pas au total le 10e de 1%, moins de 0,1%. Les sénateurs étaient tenus de posséder des biens dont la valeur égalait 250 000 fois le montant du salaire quotidien d'un manœuvre. Le sens équestre n'atteignait pas la moitié d'une pareille fortune. En Italie, à l'heure de la plus grande prospérité, les chevaliers de la deuxième ville par ordre d'importance, Padoue, n'ont pas dépassé 1% de sa population. Dans des régions plus pauvres de l'Empire et dans les zones rurales de toute région, ils étaient évidemment beaucoup moins nombreux. Un historien a récemment consacré aux chevaliers un livre intitulé « The Roman Middle Class ». L'absurdité de cette appellation fait ressortir la difficulté que nous autres modernes éprouvons à pénétrer un monde complètement différent du nôtre. Nous devrions être en garde contre la conviction opiniâtre qu'il doit exister une classe moyenne et qu'il faut la chercher là où nous sommes habitués à la trouver aujourd'hui, dans les secteurs commercial et industriel de la population urbaine. Nous devrions nous défendre, dans nos évaluations, contre l'effet de la survie purement accidentelle d'objets en pierre, en métal et en argile cuite, qui fausse le bilan archéologique en nous faisant postuler des usines inexistantes. Et le fait même que les associations professionnelles comptent tant de membres devrait s'imprimer dans nos mémoires, parallèlement à d'autres indices, peut-être moins frappants, qui donnent à penser que les sources possibles de bénéfices se subdivisaient en entreprises de trop faible importance pour assurer la prospérité d'un notable local. Du point de vue statistique, il existait effectivement une classe moyenne. Entre l'élite et les derniers rangs de la société, si l'on embrasse d'un regard la totalité de l'Empire, l'aristocratie des petites villes se composait de fortunes intermédiaires plus ou moins considérables.
Cette aristocratie formait néanmoins le sommet d'une pyramide sociale très escarpée. La perception des réalités sociales, le sens vécu des rapports chiffrés, ne s'harmonisait donc pas avec les statistiques. Les grosses fortunes, à l'échelon local, correspondent à une troisième catégorie sociale qui se définit, comme celle des sénateurs et des chevaliers, par la valeur de la propriété foncière, en général des terres de culture. Il s'agit des décurions sénateurs municipaux. Leur nombre était généralement de 100 en Italie et dans les municipalités dont la charte s'inspirait du modèle italien, qu'il s'agisse des colonies implantées dans les provinces ou des centres provinciaux qui se romanisaient. L'effectif des sénateurs municipaux d'Orient allait de 30 à 500 membres. Un décurion devait être riche. À Côme, en Italie, le cens était fixé à 25 000 deniers, soit un dixième de celui des membres du Sénat romain, de sorte qu'on ne pouvait parfois trouver un nombre suffisant de candidats remplissant cette condition. Si Pompéi était sans aucun doute assez prospère pour ignorer ce problème, d'autres localités éprouvaient des difficultés. Timandus, par exemple, demandait une charte prévoyant un Sénat de 50 membres seulement, promettant expressément que les décurions se trouveraient en nombre suffisant. Cela démontre qu'il n'existait qu'un faible pourcentage de citoyens aisés, pour ne pas parler des très riches, et permet de fixer, dans le cas précis de Côme, à 1 250 000 deniers seulement le montant estimatif des avoirs de l'ensemble des décurions. La grande majorité des cités ressemblait plus à Timandus qu'à Pompéi sous le rapport de l'importance, sinon de la prospérité. Timandus avait demandé sa charte dans une période difficile. Un auteur du IIe siècle déclare que toute la vie de Parium et les 5 villes voisines, en comptant les hommes, le bétail et les propriétés, n'arriverait pas à un total de 30 millions de deniers. Même en faisant la part de l'approximation et quelles que soient les villes voisines en cause, cette phrase fixe les proportions plus exactement qu'on ne le pourrait en considérant de grands centres comme Pergame, Éphèse, Aquilée ou Jérusalem. Et 30 millions de deniers pour 6 villes, ce n'est que 5 millions par ville, soit juste le sens de 20 sénateurs romains, de 50 chevaliers ou de 500 sénateurs municipaux, toujours en supposant que le reste de la population ne possédât pas un sou et que chacun des membres de ces ordres atteignît seulement le minimum requis. Les évaluations précises sont, dans l'Antiquité, trop peu nombreuses pour se contrôler les unes les autres, mais par leur rareté, même trop précieuse, pour être négligées. Celles que nous avons retenues suggèrent deux conclusions. La première que, sur le plan économique, un gouffre séparait le Sénat d'une grande ville d'Italie de celui d'une petite ville provinciale. La seconde que, partout le nombre des habitants considérés comme riches, en fonction des critères locaux, était insignifiant. L'ordre de grandeur des fortunes privées confirme une telle image des aristocraties municipales. Alors qu'Atimandus, tout possesseur d'un domaine véritablement étendu, faisait figure de magnat, une autre ville reçoit en une seule fois de l'un de ses bienfaiteurs un don de 2 millions de deniers. En l'espace de nombreuses années, Pline offrit à Côme pas moins de la moitié de cette somme, sans être pour autant, à ses propres yeux, un milliardaire. Sa modestie s'explique par le fait que la richesse était concentrée avant tout dans les péninsules italiennes, par un processus d'accumulation favorisant, sous la République et l'Empire, une noblesse toujours moins nombreuse. Au temps de Pline, les grandes fortunes d'Italie l'emportaient de très loin sur celles des provinces, à l'exception de quelques-unes. Il ne s'ensuit évidemment pas que ceux dont la richesse dépassait largement la sienne le rangeaient parmi les classes moyennes, non plus que lui-même n'aurait jugé de même les décurions de Timandus. C'est qu'une terminologie appropriée au monde moderne ne convient pas à Rome. On serait tenté de situer la population servile tout en bas de la pyramide sociale. Elle était immense en Italie, peut-être un quart de la population totale. Dans les provinces, cette proportion
a dû être plus proche d'un dixième. Mais un bon nombre d'esclaves travaillaient comme domestiques dans des maisons cossues, assurés de faire 3 repas par jour, d'avoir un toit sur leur tête, une chance sérieuse de se constituer quelques économies et d'acheter leur liberté passé l'âge mûr. Leurs enfants, ils risquaient d'avoir à les laisser dans la demeure du maître pour supporter à leur tour quelques décennies de servitude. Échange équitable puisque beaucoup d'esclaves étaient tombés dans cette condition pour prix de leur vie, ayant été abandonnés par leurs parents dès la naissance et recueillis seulement pour être vendus. L'exposition des enfants indique dans quel gêne extrême vivaient les pauvres de condition libre. Il ne fait aucun doute que leur espérance de vie était plus courte que celle des esclaves les mieux pourvus, ceux qui appartenaient à l'empereur. Les servi Keisaris possédaient parfois leurs propres esclaves, voyageaient dans la pompe et le luxe pour le compte de l'empereur, recevaient des marques de respect de tous, à l'exception de la haute aristocratie, et une fois affranchis jouissaient d'emblée, grâce à leur argent, d'une position de choix dans la société des citoyens nés libres. Leur condition ne répond évidemment pas à celle de l'esclave moyen, et la condition des infortunés, qui périssaient dans les mines de Dacie, s'en écarte tout autant. Mais ces deux extrêmes montrent l'impossibilité de loger tous les esclaves à la même enseigne. On serait plus fondé à mettre au dernier rang les pauvres de condition libre. Nous n'en saurons jamais le nombre, parce que nul ne s'est chargé de le consigner, parce que pas un seul représentant des classes instruites ne voyait dans la pauvreté un sujet digne d'intéresser les gens distingués. Les tombes ne nous aident pas davantage. Aucune ne dit que le mort n'avait pas un sous-vaillant. Si tel avait été le cas, ni lui, ni sa famille n'auraient pu faire les frais de l'inscription. L'archéologie n'apporte rien, aucun fouilleur n'ayant cherché à se faire connaître en explorant une zone de taudis. 2 recours seulement. D'abord, les références à l'état de pauvreté, qui sont nombreuses dans les prédictions des astrologues, lesquelles répondaient sans aucun doute dans une certaine mesure à l'expérience commune. Ensuite, les analogies à inférer d'autres périodes pour lesquelles on dispose d'une documentation plus abondante. Par exemple, dans l'Europe des XIVe et XVe siècles, une personne sur 3 vivait en permanence dans un état de gêne, c'est-à-dire consacrait une très grande partie du gain journalier à satisfaire ses besoins immédiats et n'accumulait ni fortune ni possession de quelque importance. Je serais surpris que les indigents de l'Empire romain aient représenté une proportion moins nombreuse de la population totale. Sans doute ne composait-il pas un groupe immobile et figé. Il était aussi fréquent de disparaître précocement, tombant au-dessous du niveau de subsistance, que de s'élever péniblement à une certaine sécurité. Aussi fréquent de rejoindre les rangs des indigents pour cause d'endettement que de réussir à accumuler un petit capital. Une douzaine d'autres indices épars, les milliers de sans-travail de la capitale, les logis surpeuplés d'une ville égyptienne, les glaneurs d'un village de Judée, doivent s'ajouter à ce bilan de misère. Pour résumer notre enquête, dont aucune partie ne s'affirme exempte d'incertitude ou de lacunes, nous trouvons au sommet de la société romaine une noblesse très peu nombreuse, mais extraordinairement riche et visible, elle-même divisée entre une couche supérieure, sénateur, et une couche inférieure, chevalier. À la base, un vaste groupe entièrement démuni, de conditions serviles ou, encore plus souvent, libres, et s'égrenant entre les deux extrêmes, une diversité de conditions trop hétérogènes pour qu'on y reconnaisse en quelque manière une classe moyenne, qui embrasse un décurion de petite ville aussi bien que Marcus Tullius Tiro, l'esclave secrétaire de Cicéron, si apprécié de son maître. Le principal objectif de cette enquête est de faire comprendre comment devaient être ressenties les distances à l'intérieur de l'échelle sociale. Pour s'en faire une idée, la notion clé est celle de verticalité. Les différences entre les extrêmes étaient grandes. Les secteurs intermédiaires tenaient peu de place. En haut comme en bas, on avait une conscience aiguë de sa position. L'aristocratie était à part des masses de la manière la plus éclatante, si bien qu'à Rome même, Cicéron pouvait opposer aux sénateurs et aux chevaliers, ou aux sénateurs seuls, l'ensemble des citoyens.
Dans les villes moins importantes, le Sénat et le peuple constituent les deux groupes naturels et, pour les observateurs directs, le monde se composait uniquement de deux classes, les riches et les pauvres. Le sentiment intime de cette opposition était largement en fonction, chez chaque individu, de ses chances propres de s'élever ou de descendre dans l'échelle sociale. Bien que, sur ce sujet précis, on ait plus écrit au cours des 20 dernières années que pendant les 2 derniers siècles, les questions demeurent plus nombreuses que les réponses, notamment les questions relatives au tout venant. Nous avons déjà parlé de la circulation continue qui s'opérait entre la ville et la campagne. Nous avons déjà constaté que des marchands, et aussi bien des artisans, se déplaçaient sans trêve ni repos. Cette vie errante était-elle de nature à améliorer leur sort? Nous ne saurions le dire avec certitude. Toutefois, dans l'esprit des contemporains, le voyage était un mal à éviter, de même que l'abandon du métier auquel la naissance vous destinait. Un homme est tenu d'enseigner un art à son fils, et quiconque manque à ce devoir lui enseigne à devenir un voleur. Telle était la maxime d'un rabbin. En Égypte, les papyrus permettent d'étudier d'assez près le tissage, industrie la plus répandue et, du point de vue économique, la plus importante du monde ancien. Il est courant de rencontrer 2 frères travaillant de concert ou quelque autre indication d'un lien de parenté. Le personnel de l'entreprise comptant aussi à l'occasion des esclaves ou des affranchis. Et les inscriptions des autres provinces révèlent souvent le même lien familial étroit. Mari et femme vendent du miel ou de la teinture pourpre, 2 frères fabriquent des colorants, père et fils produisent de la poterie à rétine et exportent de l'huile ou du vin. Un teinturier est proclamé le 6e de sa lignée à tenir l'affaire. Mais bien rares parmi ces mentions sont celles qui offrent plus qu'un coup d'œil sur l'ampleur du phénomène. Tout en se félicitant de leur caractère concret et vivant, on continue à se poser la question essentielle. Quelle était la proportion des individus qui choisissaient un nouveau métier en face de ceux qui héritaient du leur dans la stabilité? Les chercheurs ne peuvent qu'en rester à leur impression d'ensemble, qui n'est fondée sur aucune documentation spécifique. En règle générale, la profession, quelle qu'elle fût, se transmettait à l'intérieur des familles. Sur un point encore plus crucial, nous nous heurtons à la même difficulté d'interprétation. On s'accorde à penser que la ville favorisait plus que la campagne la mobilité sociale. Dans l'industrie ou le commerce, que l'entreprise soit plus ou moins importante, la roue de la fortune se mouvait beaucoup plus vite que pour ceux dont le capital était investi dans la terre. De là, un changement de statut plus rapide. Pour emprunter une maxime médiévale, Stadtluft macht frei, l'air de la ville rend libre. Dans les villes romaines, cependant, en dépit d'une vitalité économique manifeste, gardons-nous d'oublier à quel point l'entreprise industrielle était émiettée, subdivisée à l'extrême en magasins et en comptoirs minuscules. C'était là un milieu fort peu propice à la formation de grandes fortunes. Sans doute, une fois amassé d'une manière ou de l'autre, l'argent des riches était investi dans toutes sortes d'entreprises, tuileries ou poteries, boulangeries ou foulonneries. Le grand commerce exigeait ou rapportait, il est rare qu'on puisse préciser lequel est le plus vrai, des capitaux considérables que, dans les cités maritimes d'Italie avant tout, nous pouvons lier à des affaires ou à des noms déterminés. Et même, quand leur entreprise est à petite échelle, ceux qui font commerce de marchandises et qui les vendent, même s'ils sont flagellés par les édiles, ne méritent pas le mépris qui s'attache aux gens de peu. Et il n'est en effet pas interdit aux gens de cette sorte de rechercher le titre de décurion ou quelque magistrature dans leur ville, car ils ne sont pas déshonorés. De même pour les petits métiers. Réfléchissant à l'avenir de son fils, un pauvre pouvait penser en lui-même « Je lui enseignerai un état, barbier, vendeur à la criée, ou même homme de loi, car il n'y a que le diable qui puisse l'en priver. » Tous ces témoignages conduisent à reconnaître, non sans prudence, qu'en débutant avec un talent modeste ou une petite somme d'argent, il était effectivement possible de parvenir à une fortune relative, possible et réalisable, comme l'attestent des cas où le succès a éveillé moins de surprise que le point de départ n'a engendré de mépris. Les gens aisés investissaient leur excédent dans une vaste gamme d'entreprises assez modestes, gérées pour leur compte par un autre entrepreneur, qu'il soit de condition libre, affranchi ou esclave, et en tirait des revenus satisfaisants. À partir de l'Italie, au moins,
Le commerce réalisait des profits vers tous les points de l'horizon. Ce doit être pur hasard si le grand commerce a laissé ailleurs si peu de traces. Il convient d'évoquer ici le cas de Firmus, candidat au trône impérial au IIIe siècle, qui aurait été un marchand d'Alexandrie. Il expédiait de grandes cargaisons de verre, de papier et d'autres produits typiques de l'Orient. Mais un Romain qui importait les mêmes marchandises d'Égypte à Pouzole s'attira les dédains de Cicéron. Selon lui, le papier, la toile et le verre, transportés à plein navire, n'étaient que vanité faite seulement pour la montre. Et, quand une cargaison de blé arrivait d'Alexandrie à Athènes pour un montant annuel de 70 000 deniers, les badauds de quai en rabaissaient l'importance en plaisantant sur les risques de naufrage. Quelle race d'hommes qualifieriez-vous de plus misérable que les négociants et les chargeurs ? Demande le protagoniste d'un roman historique du IIIe siècle. Ils croisent à la recherche de marchés mal approvisionnés, ils traitent avec les courtiers du cru et les boutiquiers, ils empruntent à des taux prohibitifs et risquent leur chemise. Quiconque espère s'enrichir par le commerce, dit une épitaphe romaine, sera déçu dans ses espérances. Peut-être ne pourrons-nous arriver à nos fins, c'est-à-dire à avoir une idée passablement exacte des risques inhérents aux différents types de carrières commerciales. Mais je ne vois aucun indice que le commerce ait offert des possibilités d'enrichissement à opposer aux preuves surabondantes, touchant les bénéfices et les investissements que réservaient les cultures de rapport immédiat. L'agriculture, génératrice de stabilité sociale, dominait la vie économique. Elle dominait même la vie et les activités urbaines. Les autres moyens de s'enrichir et d'améliorer sa propre condition tentaient tellement de rivaux pourvus d'un trop maigre capital et comportaient tellement de dangers d'incertitude qu'on ne s'y arrêtait en général pas très longtemps. Parmi ceux qui y persistaient, les affranchis tiennent une place singulière. Nous y reviendrons dans un moment. Mais il nous faut noter, dès maintenant, un trait particulier du matériel que nous aurons interprété. Comme la classe des affranchis occupe tant de place en Italie, et que l'Italie fournit la majorité des inscriptions connues, des œuvres littéraires dont notre étude peut s'inspirer, et des procès sur lesquels reposent nos sources juridiques, elle détermine nos impressions bien plus que ne le comporte son importance réelle. Elle nous incline à supposer dans tout l'Empire un degré de mobilité sociale en fait inexistant. Dans la péninsule même, on pourrait démontrer que la classe dirigeante ne se renouvelait que faiblement. Telle est la règle, bien plutôt que l'exception, à mesure qu'on se dirige vers l'Orient. Les monographies de Ville n'en fournissent pas meilleure preuve que la formule usuelle, comme ses ancêtres, qui orne les éloges décernés à tant de leurs fils. Applaudi comme ses ancêtres pour sa manière de vivre et l'estime où il est tenu. Appartenant à la classe des magistrats par tradition ancestrale, etc. On ne s'étonne pas de voir un étroit milieu monopoliser les premières places de génération en génération. Étant donné le coût élevé de l'exercice des charges municipales et la faiblesse des ressources globales de la communauté, comme le montre l'exemple de Parium et de Timandus, il n'y a rien là que de très normal. Dans une économie stagnante, à juger d'après nos critères, les grandes fortunes semblent le fruit moins de l'esprit d'entreprise individuelle que du pur hasard. Un auteur satirique explique leur genèse dans une conversation imaginaire entre le dieu du commerce et le dieu de la richesse. Je connais quantité d'hommes qui sont devenus riches du jour au lendemain, dit Hermès. À quoi Ploutos réplique, c'est la mort qui produit cet effet, faisant allusion aux héritages. Scène fictive, dira-t-on, mais en s'inspirant de centaines d'histoires vraies, les astrologues des 2e, 3e et 4e siècles délivraient à leurs clients des consultations basées sur le même genre de probabilités. Oui, le commerce existait comme la faculté d'exercer son propre métier,
Il y avait aussi les coups heureux en affaires, les récompenses qui allaient au travail obstiné, à la chance ou à l'astuce. Mais l'héritage ou un mariage avantageux pouvait seul réaliser la prophétie d'un prochain enrichissement. Dans les classes supérieures, la grande affaire était de chasser les héritages directement ou par le biais d'une fille à espérance. C'est parmi les privilégiés de la fortune que les enjeux étaient le plus élevés. C'est eux qui s'attiraient les commentaires les plus mordants des satiriques grecs et latins. Mais c'est à tous les échelons que l'enjeu empoisonnait les rapports entre les mieux et les moins bien pourvus, en y ajoutant un parfum d'hypocrisie et de servilité. Pour citer un autre fragment de conversation fictive, « Dans cette ville, on ne parle pas de ses études. L'éloquence est comptée pour rien. La frugalité et une vertu irréprochable n'attirent pas de suaves éloges. Non, tous ceux que vous voyez dans cette ville, permettez-moi de vous le dire, appartiennent à l'une ou à l'autre de deux classes, celle des chasseurs d'héritage et celle de leur gibier. Dans cette ville, personne n'élève d'enfants. Quiconque a des héritiers naturels n'est jamais prié à un dîner ni à une représentation théâtrale. Il n'a pas accès aux douceurs de la vie, on le laisse moisir dans un coin avec les plus obscurs. Mais le célibataire, sans proches parents, voilà celui qui occupe le rang suprême. Trimalchion est une figure typique. Il s'est donné corps et âme à son maître, il a étouffé en lui toute fierté. Une fortune lui est échue en partage, comme il y comptait bien, et il s'est retrouvé, au terme de son dangereux parcours, maître d'une magnifique demeure et jouissant d'une haute renommée. Il trouve parfaitement naturel que ses hôtes se comportent comme lui-même jadis envers son maître, avec hypocrisie et servilité. Typique, Trimalchion l'est aussi par sa qualité d'ancien esclave, ce qui le range parmi les affranchis, au vrai sens du mot. Ni honneur familial, ni code hérité, ni usage de nation ou de caste ne le retiennent d'exploiter librement tous les moyens au service d'une fin unique, l'argent. Dans l'histoire de l'Empire, lui et ses pareils incarnent à un degré extraordinaire l'énergie, l'allant, l'aventure. Ils ont appris de leur maître ce qui importait, être riche et, suppléant du maître dans des occupations souverainement méprisables, ils ont appris à gérer un magasin dont ils bâillaient les fonds, à exercer un métier dont il leur avait enseigné les rudiments, à tenir ses comptes avant d'avoir eux-mêmes des comptes à tenir. Dans leur rapport avec lui, ils ont appris le secret de plaire, de dissimuler leurs sentiments réels, de tromper. Que l'acheteur soit sur ses gardes. Et quand il laissait à l'abandon ceux d'entre eux qui n'avaient pas l'heure de lui plaire, il prenait encore du maître une leçon de dureté. À Rome, au début de l'Empire, tous ceux, entre un tiers et un quart de la population, dont la tombe ne porte mention ni de charge ni de métier mais d'un simple nom, étaient des esclaves, d'anciens esclaves ou les descendants immédiats d'esclaves. À Pompéi, les affranchis et leurs descendants appartenaient dans la même proportion à l'aristocratie gouvernante. Le rapprochement de ces deux chiffres suggère l'âpreté de la lutte qu'il fallait soutenir pour réussir seulement à vivre libre, ainsi que l'étendue de la compétition. Ne survivaient que les plus aptes. On devine aussi combien cette lutte pour la vie se déroulait différemment à Rome, dont la population atteignait pour le moins 500 000 habitants, et à Pompéi, qui n'en comptait que 20 000. Dans le nord de la péninsule, comme au sud de Pompéi, à la campagne ou dans les bourgs provinciaux assoupis, les affranchis étaient encore mieux en position de déployer une énergie qui ne s'embarrassait pas de principe. Leurs descendants figuraient en grand nombre parmi les décurions de Pannonie et d'Afrique. Les nouveaux riches de cette sorte scandalisaient la caste des maîtres par leur rapide réussite. Dans ses satires, Juvénal traduit un préjugé fort répandu. Pétrone reflète le dégoût général de l'aristocratie pour un Trimalchion, surtout pour la vulgarité inhérente à chacune de ses paroles ou de ses actions. Par réaction, la caste des maîtres a d'abord défini la condition des affranchis, puis établi des sanctions à leur usage.
Définition juridique qui fait d'eux un groupe distinct d'hommes tenus de respecter ceux qu'ils ont jadis servis, de s'acquitter leur vie durant de certains devoirs et de certains versements. S'ils négligeaient de leur rendre des services déterminés, ce pouvait être matière à procès, et l'oubli des hommages dus, devoir moins aisé à circonscrire, a suscité au Sénat un débat passionné. Les choses en sont venues au point que d'anciens esclaves prétendent établir avec leurs anciens maîtres des rapports fondés sur la notion de droit et d'égalité, méprisent leurs avis, menacent de les frapper sans provocation et plaisantent impunément des sanctions auxquelles ils s'exposeraient. Fin de citation. Qu'était-il advenu de la relation ancienne, faite d'assistance hautaine chez les uns, de reconnaissance déférente chez les autres? Pour reprendre les termes d'une fervente abolitionniste du siècle dernier, elle était heureuse de voir les nègres perdre un peu de leur ancienne servilité, mais fâchée que leur obéissance se soit bien relâchée. Fin de citation. Dans la suite de leur discussion, les sénateurs ont envisagé la possibilité de faire endosser aux anciens esclaves une tenue spéciale. Leur manquement ne pourrait ainsi passer inaperçu. Si le projet n'aboutit pas, il était du moins possible de subodorer dans un nom propre la tare d'une origine servile. Un décret de l'empereur Claude interdit à un Lucius Crassus Paciclès, par exemple, de se faire appeler Pansa, échangeant son cognomène grec pour un autre purement romain. Sans doute était-il également possible de vérifier sur le registre municipal l'état civil d'un particulier. Mais il était plus facile, et en même temps plus désobligeant, de repérer les affranchis à l'occasion de fêtes publiques, quand leur classe pouvait être globalement exclue ou recevoir une moindre part lors d'un banquet ou d'une distribution. Chez un particulier, ils occupaient à table la place la moins honorable. Cela tout naturellement, puisque tous les moyens d'acquérir de la considération leur étaient interdits. Ils ne pouvaient servir dans les légions, ils ne pouvaient prétendre aux magistratures municipales. Ceux qui se liaient d'une manière quelconque à une femme de rang sénatorial ou équestre s'exposaient à la peine capitale. L'affranchi qui, assez riche pour justifier du sens nécessaire, se faisait passer pour chevalier, pouvait être traduit en justice. La passion de ces débats et la rigueur des lois situaient l'affranchi ambitieux, non certes dans la compagnie des gens ordinaires, mais plus haut, sur l'échelle sociale, au point où ceux qui le dépassaient luttaient pour défendre leurs précieuses prérogatives. Il frissonnait à la pensée que des indignes pussent abaisser le consulat en le revêtant. Il voyait avec indignation un ancien esclave, si riche fût-il, prétendre un rang plus élevé que des Romains de bonne famille, ou avoir l'impudence d'offrir à des hommes bien nés conseil et assistance, tout comme s'il était de condition libre. Une telle conduite faisait fi des barrières de classe. Or, c'était le devoir de tout citoyen de préserver la pureté des classes, non seulement en se comportant lui-même comme il convenait, mais aussi en réprimandant sans délai quiconque tentait de s'élever plus haut. Il faut maintenir la distinction des rangs, dit Cicéron. Et 4 siècles plus tard, à Antioche, Libanius répétait encore « Quel que soit le rang, il faut savoir le conserver ». La différenciation des couches sociales était poussée très loin. L'ordre sénatorial, si peu nombreux, comprenait des patriciens, des consulaires, des prétoriens et de simples sénateurs. Leurs femmes et leurs filles avaient droit également à un titre qui leur était tout particulièrement destiné. Venaient ensuite les chevaliers, parmi lesquels se détachaient ceux qui servaient l'empereur avec une monture officielle, en latin « equo publico ». C'est à Rome que l'usage est apparu de réserver certains qualificatifs à certaines dignités. Très grand pour les anciens consuls, très célèbre pour les sénateurs ordinaires, très distingué ou distingué pour les chevaliers de toutes conditions à partir du temps de Cicéron et dans les villes de moyenne ou faible importance. Très splendide, tandis qu'illustre
qualifiait les chevaliers des premiers rangs. Très éminent, très parfait et insigne étaient des appellations réservées à ce que nous appellerions les différents échelons du service public. Nous n'avons aucun moyen de savoir si ces adjectifs étaient utilisés dans le langage parlé, mais ils figuraient certainement dans les documents officiels. Les titulaires des 3 derniers titres pouvaient aussi choisir de se faire connaître comme vir sexagenarius, centenarius, ducenarius ou trecenarius, indiquant ainsi qu'il valait 60, 100, 200, 300 000 sesterces, tout comme si un fonctionnaire d'aujourd'hui se faisait inscrire dans l'annuaire téléphonique sous le nom de Durand, 200 000 francs. Ces titres trahissent la même fierté qui incitait les philanthropes à proclamer au sous-près le montant de leur largesse ou dictait en général le choix de la tenue et de la conduite adoptée en public. Le rang se manifestait, entre autres signes, par le degré de fortune. On identifiait de loin l'épouse d'un sénateur dans les rues de Rome. Sa luxueuse litière la distinguait, de même que la recherche de ses bijoux, de ses vêtements, de sa coiffure. Et la silhouette de son époux se détachait encore plus nettement grâce à la large bande pourpre barrant sa toge et à la lunule cousue sur sa chaussure. Un tel homme ne se déplaçait qu'accompagné d'une suite imposante et ostentatoire. Les raisons se comprennent aisément. Il cherchait à affirmer son rang. Tant d'esclaves l'entouraient, tant d'affranchis et de clients, que le moindre mot issu de ses lèvres était commenté par toute la ville. Fin de citation. Si grand cas que sénateurs et chevaliers fils de l'opinion publique, ils se disputaient avec plus d'ardeur encore l'estime respectueuse de leurs égaux. Dans cette rivalité, la fortune constituait à l'évidence un atout important, mais qu'il est presque impossible d'isoler de nombreux autres. Trimalchion n'a pu accéder à l'honorabilité, du moins aux yeux de son créateur, ce qui conduit à formuler une première question. Suffisait-il d'être riche? Certainement pas pour être reçu dans la très haute société. On y riait des lapsus et des fautes de prononciation. Dans les villes d'Orient, la promotion des anciens élèves du gymnase affichait toute la morgue de ceux d'un collège britannique paré de la cravate traditionnelle, qui recevaient ensuite une formation rhétorique supérieure et suivaient la carrière de l'orateur de profession, avaient droit aux applaudissements de foules enthousiastes et à des édits louangeurs. À lui les acclamations et les décorations. Voici donc un deuxième atout. Un vaste savoir, un puissant talent d'orateur, l'art de s'exprimer en public avec élégance et maîtrise. Mais, parmi ceux qu'on admirait de réunir tous ces mérites, une majorité surprenante est issue de lignées où le talent et la fortune coexistaient depuis 2, 3, voire 4 générations. Voici donc encore un autre point à retenir. On hérite de son rang social. Ce que prouve par exemple l'alliance de mots qui servait couramment à définir la distinction. Par sa famille et sa fortune. Le nom même d'une personne instruisait sur ses origines. Si tisserand ou charpentier dénonçait un plébéien, si rogatus ou rogatianus, nom dérivé d'un participe passé, trahissait probablement une origine provinciale, plus particulièrement africaine, si un nom grec indiquait souvent chez un habitant de Rome des ancêtres de conditions serviles, par contre, Licinius évoquait sur le champ les plus sublimes parentés. Le nom constituait un précieux avoir. Il ne se distinguait pas du clan dont on était issu. Il était en fait le synonyme de famille. Le fait de s'approprier illégitimement un nom constituait un délit punissable par la loi. Payer pour tenir dans sa communauté le rôle extrêmement dispendieux qui, après quelques générations, anoblissait une famille, payer les droits d'inscription et les souscriptions bénévoles au gymnase où s'acquérait la culture et la diction propres à satisfaire les gens distingués, maintenir sa maison sur le pied requis, tout cela supposait de confortables revenus.
Dans l'aristocratie, il était inconcevable de ne pas en disposer. Toute ambition sociale était autrement dépourvue de sens. Par eux-mêmes, cependant, ils n'assuraient pas l'honorabilité. D'autre part, en passant du sénateur romain au décurion de Titmandus, dont certains collègues savaient à peine lire et écrire, nous rencontrons une échelle de valeurs toute différente. Le vétéran fait ressortir l'écart encore plus clairement. Ce ne sont pas ses années au camp qui l'ont couvert de gloire, ni vraisemblablement ses origines familiales, moins encore sa culture. Ses voisins l'estiment parce que, comme dit l'un, il en a, c'est-à-dire de l'argent et rien d'autre. Sa prime de licenciement et ses économies ont permis à un ancien simple soldat d'occuper le premier rang dans le village, à un officier d'entrer au conseil d'un important centre provincial. L'un et l'autre avaient bien entendu à soutenir concrètement leurs prétentions. S'ils le faisaient, s'ils dépensaient leur argent, au lieu de le posséder pour eux seuls, en se soumettant à la série habituelle d'obligations, charges municipales, prêtrises, donations, on ne leur demandait rien de plus. Pour s'élever dans l'échelle sociale, il fallait avoir des ressources. C'est là un point assuré, de même que la difficulté de s'enrichir par les activités auxquelles on penserait aujourd'hui, l'industrie et le commerce. Pour arriver jusqu'au sommet, bien d'autres facteurs entraient en ligne de compte, et le temps n'est pas le moins important. La lignée ancestrale devait s'allonger, les honneurs s'additionner sans hâte. Aucun degré de l'ascension n'échappait à la communauté. Au cours de fréquentes et nombreuses assemblées qui réunissaient les habitants du lieu et leur offraient l'occasion de prendre la mesure les uns des autres en fonction non seulement de l'écart évident entre les magistrats et les masses, entre les places d'honneur et les bancs anonymes, mais aussi du renom et de l'apparat qui accompagnait chaque notable. Ce que les anthropologues nommeraient une société fondée sur la honte était aussi, bien sûr, une société fondée sur la vanité. Pour que nul ne l'ignore ou ne la méconnaisse, les classes supérieures mettaient l'accent sur la verticalité, l'incroyable verticalité de la structure sociale qu'eux-mêmes couronnaient. La distinction plus générale entre les plébéiens et tout ce qui leur était supérieur trouvait d'ardents champions, comme on peut s'en douter, dans la classe supérieure. L'ascension sociale, par les voies les plus naturelles, d'abord l'inscription sur la liste des citoyens d'une municipalité, puis l'élection aux magistratures supérieures, a d'abord été progressivement bloquée par la coutume. Puis la coutume a reçu le renfort de la loi. Le riche et le pauvre, le puissant et le faible, prennent ainsi d'autres noms. Le très honorable, le très humble. Dans un récent ouvrage, Peter Gansey décrit comment celui-ci était empêché de poursuivre ses supérieurs en justice, contraint de déposer une caution s'il assumait la tutelle d'un mineur et, pour un même crime, puni bien plus cruellement. Cette discrimination, en Italie au moins, lui valait d'être assigné aux unités de vote les moins estimées et de recevoir, lors des distributions publiques, moins d'argent, de vivres, de vin ou de toute autre chose. Le principe inspirateur d'un tel partage des rôles n'avait rien que de familier. Il sera donné à celui qui possède. Fin de citation. Retranché derrière ce réseau d'avantages, fortune, relations, parenté, les hommes de condition avaient encore un autre surnom, les orgueilleux. Ils l'avaient acquis en affichant un goût de la dépense à la mesure de leurs vastes ressources, ce qui était une manière de faire insulte aux pauvres. Ils l'avaient acquis par leur insolente habitude d'occuper la voie publique, refoulant hoi polloi contre les murs. Ils l'avaient acquis enfin en usant des gestes et des expressions de physionomie qui traduisent encore aujourd'hui l'orgueil, buste rejeté en arrière, menton avancé, sourcils levés. « Je suis supérieur à vous », fait dire Épictète à l'un d'eux, « parce que mon père est de rang consulaire. » Un autre annonce, « J'ai été tribun, vous ne l'avez pas été. » Si nous étions des chevaux et non des hommes, vous diriez, mon père courait plus vite que le vôtre, ou j'ai de l'orge et du fourrage en abondance. Il était tout aussi courant,
et tout aussi absurde de se targuer de son influence. Si vous me dites « Je pourrais vous allonger un sérieux coup de pied », je vous rétorquerai « Vous vantez de pouvoir agir comme un âne ». Fin de citation. Et, dans un plus long passage, Épictète montre à quel prix reviennent semblables prétentions. Il vous faudra emprunter de pitoyables esclaves et posséder un peu d'argenterie, que vous mettrez en évidence aussi souvent que vous le pouvez, en tâchant de faire croire que ce ne sont jamais les mêmes pièces. Vous revêtir d'oripeaux magnifiques et de parures de toute espèce, vous faire passer pour celui que les plus éminents personnages tiennent en estime et essayer de partager leur table, ou au moins de faire croire que vous la partagez. Recourir enfin à de vils artifices dans vos soins corporels, de manière à paraître mieux fait et de meilleure naissance que vous ne l'êtes réellement. Voilà tous les détours auxquels vous devrez vous plier. Fin de citation. De pareils efforts trouvaient leur meilleure récompense dans la faculté qu'ils conféraient d'insulter quiconque était de moindre rang. Une invitation venue d'en haut exposait à tout coup l'humble convive à occuper une place humiliante, à recevoir des portions qui le laissaient affamer, à boire du mauvais vin et à subir l'insolence des domestiques, formés tout spécialement à cet égard par leur maître. Ces hôtes devaient avaler avec leur dîner des insultes qu'ils leur dispensaient aussi longtemps qu'ils n'avaient rien de mieux à attendre d'eux. L'infortune d'être pauvre ne comporte rien de plus dur que d'exposer un homme au ridicule. Ainsi s'exprime Juvénal, et d'autres lui font écho. Les railleries et le mépris ainsi endurés jaillissaient sans provocation et ne rencontraient aucune résistance. Même la rue n'en protégeait pas. Mais il valait mieux subir l'indifférence brutale des orgueilleux que d'être arrêté, intimidé et humilié par quelques jeunes nobles pris du vin. Par un heureux retournement du sort, il arrivait même qu'on soit sauvé par un noble. C'est ainsi qu'un étranger, arrivé tard dans une ville de Palestine, fut surpris en chemin par la patrouille du guet, qui l'aurait sans aucun motif copieusement rossé et mis en prison pour la nuit, s'il n'avait été connu chez l'un des plus hauts personnages du lieu. Une honte spéciale s'attachait à ceux qui se donnaient en spectacle. C'est pourquoi la passion de Néron pour les spectacles de tradition grecque fut si sévèrement jugée. Des jeunes gens de bonne famille devaient s'exhiber sur la scène comme de vulgaires acteurs. Les banqueroutiers étaient connus de toute la ville et risquaient d'être condamnés à une forme de pilori, inversion en quelque sorte de la tribune d'honneur. Ils pouvaient en effet être obligés de s'asseoir dans une section du théâtre spécialement réservée. La dignité de décurion était interdite à ceux qui avaient subi une flagellation publique, comme à ceux dont le métier consistait à recevoir au marché l'impôt sur les ventes parce qu'ils supposaient de continuer les chicanes avec les colporteurs. La même incapacité pouvait frapper les vendeurs aux enchères, qui gagnaient leur vie à forcer la voix au milieu d'attroupements. Seuls les, très humbles, ne perdaient rien à exercer de pareilles occupations. Ceux dont la vie s'écoule dans les couches obscures, peu de gens savent ce qu'ils font de blâmable. Leur obscurité et leur pauvreté s'accordent l'une à l'autre. Fin de citation. Que la communauté dans son ensemble formule un jugement, ou que l'insignifiance d'un convive soit ridiculisée au dîner dans le cercle réduit d'une douzaine de personnes, il est clair que le comportement de chacun obéissait à un sens strict de la hiérarchie. Les degrés en étaient marqués, sans doute possible, par le droit incontesté d'affirmer sa supériorité en affichant des conduites blessantes et souvent cruelles. La publicité des actes se conjugue avec la verticalité pour expliquer, ou du moins contribuer largement à expliquer, l'affirmation explicite du rang, défendue avec une arrogance et une dureté toujours croissante aux moyens de distinction juridique de toutes sortes. Comme les lois étaient faites par les puissants, ils se sentaient libres de subordonner le respect de la loi à des impératifs supérieurs, loyauté envers les égaux, patronage, favoritisme.
On peut aisément déceler comment intervenaient dans le détail ces diverses considérations à travers le rideau des euphémismes définissant la conduite attendue des parties en présence. Les solliciteurs devaient se montrer déférents envers ceux qui pouvaient leur venir en aide. Mais les personnages d'un même rang recouraient à la plus délicate phraséologie quand ils échangeaient des lettres relatives à l'avancement de la carrière d'un jeune homme ou à la manière de traiter une affaire qui allait être jugée. Pline écrit à ce sujet. Bien des gens, dans leur désir de ne pas sembler trop soucieux d'influencer les puissants, acquièrent une réputation de maladresse, voire de malveillance. On pourrait, dit-il, faire preuve d'impartialité quel que soit le rang des intéressés. On pourrait récompenser le mérite, mais les gens bien nés n'agiront pas ainsi. Outre la déférence, les puissants exigeaient aussi des cadeaux, sans grand prix, mais de manière habituelle. Cette vénalité mesquine était connue de tous. Dans l'armée, les soldats devaient graisser la patte de leurs officiers. Je cite. « J'ai l'intention de vivre frugalement », écrit une nouvelle recrue à son père. « Mais rien ne se fait ici sans argent, et les certificats ne sont d'aucune aide, si l'on ne s'aide pas soi-même. » Fin de citation. La même découverte attendait ceux qui entraient en rapport avec les représentants du pouvoir. Depuis les esclaves de l'empereur, comment seraient-ils devenus si riches, sinon en acceptant des cadeaux, jusqu'aux rapaces de grande envergure, comme Pallas et Narcisse, sous le règne de Néron. L'ordre équestre aussi attendait de recevoir son dû. Envoie-lui un boisseau d'olive et quelques poissons, puisque nous voulons lui demander service. Achète quelques présents pour la fête d'Isis à l'intention des personnes auxquelles nous en envoyons d'habitude, surtout des contrôleurs du district. Aidez-nous, pauvres paysans que nous sommes, qui gagnons notre pain quotidien du travail de nos mains, car nous ne sommes pas de taille à lutter avec le principal tenancier du domaine, qui s'est acquis par de somptueux présents la bienveillance du procurateur. Je vous ai fait porter par Ammonius un plat de caille, 2 jarres de saumure noire et un assortiment de gâteaux au miel. Pitoyables offrandes, tribut des plus démunis à la vanité des puissants, leçon de corruption donnée à l'orgueil moins exigeant et à l'avidité plus accommodante des serviteurs, des très honorables. Une déférence servile faisait encore mieux accepter les douceurs qui accompagnaient la supplique des pauvres. L'humble s'humilie en abjurant tout amour-propre, toute dignité. Il se jette sur les genoux, tête en avant. Il revêt les haillons du mendiant, il se couvre de poussière. Fin de citation. C'est là une attitude qui provoquait les invectives, qu'adressait globalement à la masse de Vulgus, Horace, Martial, Juvénal, Sénèque, Tacite, surtout Tacite, et d'autres auteurs latins. Un mépris plus spécifique frappait des catégories nommément désignées, Tisserand, Foulon, etc. Parlant des provinces orientales, Cicéron met plus bas que terre la moitié de leur population, d'artisans, boutiquiers et tous ces bas-fonds des villes. Sa répugnance procédait d'une sorte de raisonnement. Du moins peut-on supposer, car on en est réduit à se demander si le motif est antérieur au préjugé ou inversement. Cicéron partageait en tout cas avec d'autres l'opinion que le travail manuel imprégnait de vulgarité le corps, l'âme et les manières. Comme les plus hautes facultés de l'homme étaient d'ordre mental et spirituel, quiconque exerçait un métier, ne faisant intervenir que le corps, n'accédait pas à ces sommets. Ces réflexions philosophiques à part, le soudeur, le teinturier ou le terrassier faisaient tous un travail aussi sale que repoussant. Une personne de goût raffiné ne supportait pas la pensée de se faire forgeron, tanneur, boucher, pas plus que l'homme de naissance libre ne souffrait de se reconnaître un maître. Le salaire, même du manœuvre, dit Cicéron, est la marque distinctive de son esclavage. Fin de citation. Parce que c'est par le truchement d'esclaves, de suppliants et de prisonniers qu'ils avaient découvert une civilisation supérieure, les Romains regardaient comme au-dessous d'eux de pratiquer bien des arts venus de Grèce.
Valère Maxime ne comprenait pas qu'un Romain, bien que citoyen de la plus haute naissance, consacrât son génie à une vile occupation. La peinture. Je ne suis pas incliné à compter la peinture au nombre des arts libéraux, non plus que la sculpture, le travail du marbre, ni tout ce qui sert le luxe. Opine Sénèque dans le même sens. La gravité romaine ne cultive pas encore la science médicale des Grecs, de sorte que très peu de nos concitoyens ont accès à une pareille source de profit. C'est ici Pline l'Ancien qui parle, et pour revenir à Cicéron, l'opinion publique partage les métiers et professions en deux groupes, les libéraux et les vulgaires. Le métier d'un artisan dégradant. Il n'y a rien de noble dans un atelier, mais la médecine, l'architecture ou l'enseignement supérieur, dont la société tire le plus grand bénéfice, sont considérés comme des professions honorables pour ceux au rang social desquels ils s'accordent. Fin de citation. Ainsi est réglé le sort des divers artisans que Cicéron renvoyait au néant. Mais qu'y a-t-il à reprocher aux petits commerçants? La réponse à cette question réside dans le fait qu'ils ne pourraient subsister sans une perpétuelle imposture. Leur métier est de mentir sur la qualité des marchandises, ce dont tout homme honorable est incapable. On pouvait de même accuser l'esclave d'être tenu de tromper par sa condition. Il n'est pas un être d'origine servile chez lequel l'amour-propre puisse se développer. Le propre de l'esclave est de ne pouvoir s'exprimer librement sur le compte d'autrui, dans un sens ou dans l'autre. Quand vous voyez quelqu'un ramper ou flatter bassement contre sa propre opinion, vous pouvez être sûr que celui-là n'est pas de condition libre. Quant aux pauvres, on pouvait aussi l'accuser d'être réduit par sa pauvreté même à mentir, à tricher, à voler. Les riches confessaient sincèrement qu'eux seuls pouvaient se permettre le luxe de l'honnêteté. Charmant aveu. D'où dérive cette inférence entre-aperçue que ces mêmes riches enseignaient à leurs esclaves la flatterie et le mensonge, à leurs affranchis les transports de joie d'être enfin libres et d'avoir droit à l'impudence, aux colporteurs l'habitude de tromper sur la qualité de ses marchandises, à l'affamé le vol et le meurtre, de sorte que tous les vices de la plèbe étaient la conséquence, aurait-on pu soutenir, de ceux des très honorables. Si les maillons de ce raisonnement apparaissent dispersés dans les œuvres de divers auteurs, on pourrait difficilement s'attendre à ce que beaucoup de nobles les suivît jusqu'à son terme, comme acharnés, à leur propre perte. On invoquait bien plutôt un dernier argument, de forme tautologique. Les pauvres méritent d'être méprisés parce qu'ils n'ont pas d'argent. La pauvreté en soi est vile, frappée d'indignité, hideuse, pour la même raison que le petit commerce est sordide, alors que le grand commerce, qui consiste à importer du monde entier une foule de marchandises et à les mettre en vente sans fraude, n'a rien d'excessivement honteux. Et même, si ceux qui s'y consacrent, blasés ou mieux encore satisfaits, quittent le port pour leurs domaines ruraux, ils semblent mériter de plein droit des éloges. Fin de citation. C'est encore notre ami Cicéron qui parle, l'homme qui ne devait rien qu'à lui-même et dont l'admirable capacité d'adaptation, valeur reconnue dans son entourage, fait le meilleur témoin que l'on puisse souhaiter. Nous sommes donc en droit de considérer que son habitude d'apparier les deux termes riches et honorables, qui vont si régulièrement ensemble dans ses discours, comme un couple heureux, reflète exactement les vues morales de la classe supérieure à la fin de la République. Quand lui-même et ses pairs prenaient en main le gouvernement de Rome, ils imposaient tout naturellement leur vue à l'ensemble de la société. C'est parmi les gens de bien et les riches qu'ils choisissaient les témoins et les curateurs, les candidats aux organes essentiels de l'État, les décurions qui seraient chargés de gouverner les villes et les juges qui rendraient les arrêts. Sans doute peut-on soutenir que ces fonctions impliquaient de lourdes dépenses, que, comme nous l'avons vu,
On était en droit d'espérer que celui qui n'avait plus à faire sa fortune saurait s'élever au-dessus des crimes et des vices dont les pauvres n'étaient pas à même de s'affranchir. Bref, que des raisons acceptables sur le plan logique justifiaient le placement systématique des nantis aux postes de confiance et d'influence. Mais, en allant au fond des choses, on s'aperçoit que la fortune semble inspirer le respect en elle-même dans la mesure où elle s'est accumulée. Cicéron et d'autres auteurs latins dosent leurs applaudissements en fonction des situations. Tout au sommet de l'échelle se place la fortune que son possesseur n'a pas acquise lui-même, c'est-à-dire celle qui provient de l'héritage. Au moins, parmi la haute noblesse, tout individu trop soucieux de s'enrichir suscitait quelque réprobation. Les premières familles avaient les moyens, sans plus. Immédiatement au-dessous vient la fortune dont on jouit dans la retraite. Enfin, à la limite du respectable, la fortune encore en voie d'accumulation. Mais une seconde gradation nous apparaît. Il se trouve des Romains pour déclarer « Tout compte fait, l'argent n'est pas la seule chose qui importe. » C'est là un aveu qu'un cynique s'attend à recueillir des très riches. Sallust, Cicéron, Sénèque, longtemps après qu'ils ont bâti leur fortune, pas toujours par des moyens irréprochables. À l'autre extrême se situe la joyeuse avidité étalée sur une mosaïque pompéienne. Vive le profit! Et l'amère honnêteté du dicton. Plaisante est l'odeur de l'argent, quelle que soit sa source. Les Romains reconnaissaient en effet une déesse nommée Argent, Pecunia, mais certains lui rendaient un culte plus aveugle que d'autres, et son autel se situait à l'ombre de celui d'une autre divinité, Rang, Philotimia. Le souci du rang étouffait le sens de la charité, une fois encore au nom d'un argument tautologique. Si l'Empire a connu des hommes et des femmes de nature compatissante qui éprouvaient un réel sentiment de détresse au spectacle des souffrances d'autrui et s'efforçaient de les atténuer par leur générosité, leurs gestes n'ont jamais visé que des individus isolés. S'agissant de la foule des malheureux, le problème de la souffrance humaine éveillait de tout autre sentiment. Les distributions massives à l'ensemble de la population revenaient fréquemment dans les villes et tout aussi bien dans des groupements divers, associations professionnelles ou districts urbains. Mais l'argent ou les rations alimentaires étaient mesurées selon leur rang. Les classes supérieures, d'écurions, dirigeants d'associations, etc., en recevaient plus que les simples citoyens et les membres ordinaires. C'est la dignité, rarement le besoin, qui conférait un droit. Quant au besoin, les très honorables levaient les bras au ciel. La plupart ne croient pas possible de résoudre le problème de la pauvreté. À certains je donnerai pas, même s'ils sont dans le besoin, parce que le besoin ne disparaîtra pas même si je donne. Si nous cherchons au-delà de ces expressions de stupéfaction ou de dureté, voici une indication sémantique. En grec et en latin, les équivalents d'oisif étaient plus près d'inclure la notion de paresse que celle de manque de travail, sans qu'il y ait faute de l'intéresser. Ce qui explique la déclaration tracée sur un mur de Pompéi. « Je hais les pauvres. Celui qui veut avoir quelque chose pour rien n'est qu'un sot. Qu'il paye et il obtiendra. » Les pauvres n'étaient pas en reste de haine. Bon nombre de passages en témoignent, ou, pour le moins, témoignent de la manière dont les riches percevaient cette disposition. Sans grand effet, puisqu'en fin de compte, les basses classes, à la ville comme à la campagne, n'avaient guère les moyens d'affirmer leur ressentiment. Elles acceptaient leur sort sans trop y penser, le prenant tel qu'il était, avec ses hauts et ses bas. Leur attitude, passive, silencieuse, déférente, ne nous permet pas d'autre déduction. Elles ne percevaient pas les signes d'un changement significatif, ni la possibilité de mettre leurs conditions en question. L'espoir d'une ascension sociale ne pouvait susciter la révolution, alors qu'en fait, bien peu espéraient s'élever.
L'ascension est bien entendu relative, non seulement si l'on compare le point d'arrivée et le point de départ, mais aussi bien si l'on suppute la distance théoriquement franchissable. Lequel d'entre nous aspire sérieusement à se hausser parmi les 0,02%, 0,002 fois 0,01, qui, comme les sénateurs romains, réunissent dans notre société le maximum de richesse et de puissance? Lequel y arrête sa pensée plus d'un instant? Pas plus que nous. Le Romain ne se promettait un avenir totalement inaccessible, alors qu'il peinait dans sa modeste boutique, pièce unique au fond de laquelle il dormait avec sa femme et ses enfants, fabriquant et vendant sur le devant, pendant la journée, des articles de feutre, pour citer un métier parmi d'autres. Placer son fils en apprentissage, se faire ensuite aider par le garçon dans ses affaires, ce sont là des ambitions réalisables. Une autre est de viser le poste de secrétaire de l'association locale des artisans du feutre. S'il lui était loisible d'acheter à un astrologue la prédiction d'un héritage, tout comme on achète aujourd'hui un billet de loterie, il trouvait par ailleurs bien des raisons, en revenant de l'imaginaire à la réalité, de prêter à sa propre existence une signification et d'y puiser l'estime de soi. C'est seulement pour l'homme respectable et instruit, maître de 2 ou 3 esclaves, quelqu'un comme Juvénal, que le petit artisan ou commerçant est un homme sans avenir. Les historiens modernes de l'Empire, qui voient le monde de Juvénal dans son optique propre, ou celle de Cicéron, de Tacite, fixent encore à 5000 deniers de revenus non gagnés, le minimum vital au-dessous duquel un Romain ne saurait subsister. À moins de cela, une mendicité pure et simple, bien qu'il soit superflu de souligner que l'immense majorité se serait fort bien contentée du 10e de cette somme. Ces mêmes historiens parlent aussi du mépris qu'éprouvaient les anciens pour toute activité servile. Aucun travail rétribué ne paraissait honorable. Si tel eût été le cas, Trimalchion n'aurait pas commandé pour sa demeure une peinture murale qui le représentait vendu comme esclave, et les vendeurs à la criée, boutiquiers, tisserands, foulons et autres membres des professions méprisées n'auraient pas proposé au regard, pour les siècles des siècles, l'image exacte de leurs occupations, en les situant dans le décor urbain. Ce sentiment de mépris n'habitait que les très honorables, situés eux-mêmes à une distance si incommensurable que leur vue demeurait sans conséquence. C'est une grande chose que le travail, proclame un enseignant de Palestine, car tous les gens de métier sortent avec les outils de leur état et ils en sont fiers. Ainsi le tisserand sort avec une navette derrière l'oreille, le teinturier porte au même endroit un flocon de laine et le scribe sa